Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Forum du Parti de la France, émission spéciale Nancy ce soir parce que je reçois Pierre-Nicolas Nupes, que vous connaissez, Pierre-Nicolas Nupes, responsable du Parti de la France de Lorraine. Bonsoir Pierre-Nicolas. Salut Alex, bonsoir à nos auditeurs et à notre invité. Et comme vous l'avez vu sur l'affiche, Irène de Lorraine. Donc Irène de Lorraine, double championne européenne de Krav Maga et prestataire pour la self-défense dans plusieurs associations de protection des femmes, comme d'ailleurs c'est comme ça que je vous ai connu, avec Collectif Némésis. Bonsoir Irène, comment allez-vous? Bonsoir Alexandre, je vais bien. Bonsoir à tout le monde et puis enchantée de connaître Pierre-Nicolas aussi. Donc oui, Plaisir partagé. merci. Bah, en tout cas, je sens que l'émission va bien se passer. Bonsoir aussi à tous les auditeurs. Je rappelle les règles cependant, les règles c'est très simple, couper le micro quand on ne s'exprime pas pour éviter tous les bruits, tous les parasites, tout ce qui pourrait empêcher l'harmonie sonore de l'émission et allumer le micro pour s'exprimer. Ça peut paraître bête, mais il faut que je le précise à chaque fois, parce que je pourrais faire une compilation, un bêtisier sur YouTube de toutes les personnes qui pensaient parler pendant que leur micro était coupé. Évidemment, je rappelle que bien que nous soyons sur Telegram, un réseau qui est très permissif, nous sommes sous le coup de la loi, donc il ne faut pas dire de choses illégales, n'est-ce pas Pierre-Nicolas Nupes? Et que l'émission est directement disponible en rediffusion sur le canal Telegram et dès le lendemain, donc là ce sera vendredi 4 novembre sur YouTube. Si vous le voulez bien, je propose que nous commençons les questions. Chers invités, soyez loquaces. Irène de Lorraine, commençons directement là-dessus. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que le Krav Maga et en quoi cette discipline peut servir à la défense de soi-même? Alors, à la base, je fais plus de la self-défense, mais je suis allée dans la Fédération française de karaté, qui est la seule fédération qui reconnaît le Krav Maga. Donc, où j'ai pu passer ma ceinture noire, mon diplôme d'animateur fédéral et ainsi tous mes diplômes et mes concours. Alors c'est une défense, hein, on apprend à se défendre avec des gestes simples, efficaces, directs, accessibles à tous. Voilà, ça va dans la simplicité, l'efficacité est très direct. C'est le principal, la simplicité et l'efficacité. Et en quoi cette discipline est-elle différente d'une autre, je sais pas moi, par exemple de la boxe, du karaté, Alors du la boxe, taekwondo? le karaté, donc ce sont des arts martiaux. Donc la self-défense, moi je la considère pas, comme un art martial. Dans la boxe, dans les autres sports, vous allez avoir un règlement, des règles. Vous allez avoir des combats de 2 minutes, 2 minutes 30 avec des pauses. Vous allez avoir des règles, pas de coups de coude ou dans le K1, il y aura des coups de coude. On n'a jamais dans aucun sport, il y a coup parti, par exemple. Il n'y a que dans le sambo pancrace de la Russie où on a des coups de tête. Vous n'en avez pas à la boxe, etc. Donc, c'est avec des sports réglementés, avec des temps réglementés et un arbitre. La self-défense, on va essayer de neutraliser un assaillant afin de fuir, donc d'être efficace, de casser tout de suite, de neutraliser la personne pour pouvoir fuir. Pour un civil, je parle. Après, tout ce qui est force de l'ordre, eux vont avoir une autre façon de faire. Le civil doit essayer de fuir. C'est le principe. Très bien, bah, merci beaucoup Irène pour vos éclaircissements. Je ne Bon, sais pas si je suis bien. bah, vous savez tous, que je suis, fan de sport, ça se voit, pas du tout. Mais merci en tout cas d'avoir comblé quelques lacunes que j'ai pu avoir, vis-à-vis de cette discipline que je ne connaissais pas nécessairement, que je connaissais que de nom avant de vous connaître. Pierre-Nicolas Nupes, vous êtes juriste Oui, Alex. au-delà d'être militant, appréciant les armes à feu. Personne n'est parfait. Bon. Oui, Du coup, j'aimerais savoir, question très vaste pour commencer, qu'est-ce que vous pensez de la législation française actuelle concernant les armes à feu? alors, contrairement à ce que tu pourrais croire et beaucoup de nos auditeurs pourraient penser, évidemment, je trouve qu'elle n'est pas assez permissive, qu'elle n'est pas assez libérale, mais ce n'est pas la pire. Il faut savoir qu'en France, eh bien, nous avons une des législations les plus permissives en Europe en matière d'accès aux armes à feu. Les Anglais, ou même simplement nos voisins, à part peut-être en Italie, ont beaucoup plus de difficultés que nous à se procurer des armes à feu. Pour se procurer des armes à feu, alors je vous donne un petit tutoriel qui est très simple, n'importe qui peut le faire dès demain, parce que là, il est un petit peu tard. Il suffit simplement d'aller s'inscrire dans un club de tir. Alors, on s'inscrit comme dans n'importe quel club sportif. Il faut avoir
une attestation du médecin comme quoi on est apte au tir sportif. Et dès lors que tu as reçu ta licence de tir provisoire, tu peux aller dans n'importe quelle armurerie et acheter des armes de catégorie D. Voilà. Donc tu peux acheter, pardon, armes de catégorie C, les armes, tout ce qui est armes de chasse, fusils à pompe, etc. Après, si tu veux avoir des armes de catégorie B, il faudra avoir une autorisation de la préfecture. Mais c'est beaucoup plus facile en France de se procurer des armes que chez nos voisins. Donc on n'est pas le pire des pays, même si ça devient de plus en plus difficile. Là, j'ai vu qu'il y a des projets de loi qui visent à interdire l'accès aux armes à poudre noire, ou alors ça sera dans les mêmes conditions que pour les armes de catégorie B, c'est-à-dire que ce sera aussi difficile d'en obtenir que les armes modernes, les armes de poing, etc. Fusils d'assaut, semi-automatiques, pistolets, etc. Mais on n'est pas le pays le plus restrictif, bien que je pense qu'on devrait plutôt se rappeler, enfin, se rapprocher plutôt des législations américaines. Voilà ce que je pense pour la législation des armes. Merci beaucoup Pierre Niconups et oui, c'est très intéressant de comparer également avec nos voisins européens, et à titre personnel, je fais également du tir sportif, donc ça m'est déjà arrivé de tirer avec des, vous savez 22 longs riffs, donc c'est effectivement relativement accessible. Après, est-ce que c'est suffisamment accessible le port d'armes, comparé à la sécurité que la police peut nous apporter, ainsi que la justice? Ça, nous y répondrons Oui, un petit alors peu plus tard, ça excuse-moi, je fera partie de votre t'interromps. question. Ah, on Je m'entend mal? t'interromps, il y a pas de, en France, il n'y a pas de port d'armes, ça n'existe pas. Le port d'armes, ça n'existe que pour certains citoyens, c'est-à-dire par exemple les policiers, les militaires. Toi, tu n'auras jamais un port d'armes. Au mieux, tu auras le droit de transporter ton arme d'un point A à un point B, c'est-à-dire entre chez toi et le club de tir, et du club de tir à chez toi. Mais tu n'as pas le droit de Oui, je sais porter bien. ton arme dans la rue. Donc, Justement, en le France, le il n'y a sujet que du la port d'armes détention qui sera est la prochaine autorisée. question. Le sujet du port d'armes sera une question Ah, je vois, ultérieure, parce mon que, cher Pierre excuse-moi, je t'ai Nicolas. devancé. Bah, pas de souci, aucun problème. C'est bien aussi d'immiscer un petit peu, les futures questions. Revenons à Irène. Irène, ça ressemble à sirène, pourtant vous n'êtes pas noire. Est-ce que vous trouvez que l'insécurité de manière générale et donc particulièrement pour les femmes, a augmenté à cause de l'immigration afro-musulmane? Eh ben, on va totalement. Si je compare il y a 30 ans en arrière, où je marchais dans la rue et il y a au et aujourd'hui, ça a complètement changé. Ne serait-ce sur le code vestimentaire, ne serait-ce que de porter tout simplement, voilà, je fais du Krav Maga, j'ai des t-shirts, donc officiels, hein, j'ai des t-shirts de concours, où, il y a le drapeau français dessus. Je me suis promenée avec ce t-shirt, on a dit que j'étais raciste, voilà, tout simplement. Ensuite, bon, j'habite, près de Lyon, donc il suffit de se promener à Lyon un petit peu, en jupe et cetera et tout de suite on a les regards, on comprend bien qu'on n'est pas bien habillé. On ne devrait pas s'habiller comme ça, c'est pas bien, on attire le regard. Merci Irène pour votre réponse. Je reviens vers vous dans quelques minutes. Mais justement, Pierre Nicolas, revenons à cette histoire de port d'armes. Parce que vous parliez d'une législation qui se rapprocherait des États-Unis pour que la France aille un peu mieux. Mais que répondez-vous? Imaginez, je suis un électeur moyen du Front National, du Rassemblement National, et je vous dis mais monsieur Noops, vous êtes fou, on va revenir à l'époque du Far West avec votre discours. Qu'est-ce que vous leur répondez? Oh, ben déjà, pour commencer, il n'y a pas qu'au Rassemblement national qu'on pense ce genre de choses. Et je ne dis pas ça pour, pour le provoquer, mais il faut savoir que notre président, qui est pourtant pas réputé pour être hyper modéré, il pense un petit peu de cette façon. Alors, je tiens à préciser que tous les propos que je tiens ce soir, ce sont des propos qui n'engagent que moi, ce ne sont pas des propos qui engagent le Parti de la France. Hormis, bien sûr, pour les points où le Parti de la France sera d'accord avec moi, puisque moi, je suis beaucoup plus permissif en matière d'armes que ma formation, philosophiquement parlant, bien sûr. Je suis beaucoup plus libéral que le programme de notre parti. Chez nous, pour donner un ordre d'idée tout simple, notre président et la majeure partie de notre bureau politique pensent qu'on devrait assouplir les conditions de la légitime défense, qu'on doit pouvoir se défendre chez soi, qu'on doit pouvoir, par exemple, en gros, tirer sur un cambrioleur sans être inquiété. Bon, bah, moi, je vais un petit peu plus loin que ça. C'est Thomas Joly, une fois, on a vu cette discussion, parce que je crois que c'était à Dijon en plus, à une réunion que tu avais organisée. À un moment, on discutait du port d'armes avec Thomas Joly,
Et Thomas Joly a dit que les gens puissent tirer sur les cambrioleurs, d'accord, mais qu'il y ait des nupes bourrés qui se baladent dans la rue avec un flingue à la ceinture, il a dit non. Bon, ben moi, je suis pour que les mecs comme moi, même quand ils sont bourrés, aient le droit de sortir dans la rue avec une arme à la ceinture. Et c'est pas pour ça qu'on aurait plus de problèmes. Beaucoup de gens ont une idée totalement fausse du Far West. Ils ont l'impression que c'était un univers ultra violent où tout le monde se tirait dessus. Bon, ça, c'est à cause des films qui ont été faits par le cinéma, les films de Clint Eastwood, enfin, les films de cow-boy, tu vois le genre, quoi. En réalité, c'était très pacifique, le Far West, on serait bien content d'y revenir. Il y avait si peu de fusillades, il y avait si peu de morts par arme à feu que dès lors qu'il y avait une fusillade qui se déroulait dans un cadre civil, je parle bien évidemment dans un cadre hors cadre militaire, contrairement à la guerre de sécession ou que sais-je encore, il y avait si peu de morts par arme à feu que dès lors qu'il y avait une fusillade, eh bien, on en parlait dans tout l'État pendant des années. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on continue encore à faire des films sur la fusillade d'Ocla Corral qui a opposé les frères Earp à une bande de voyous locaux à Tombstone. Donc il y avait assez peu de morts par arme à feu, et même aujourd'hui, on a l'impression, quand on discute avec les gens, que les États-Unis, c'est un pays ultra dangereux où on peut se prendre une balle perdue dès lors qu'on sort de la rue, c'est totalement faux. Aux États-Unis, il y a 300 millions d'armes en circulation, et il y a 30 000 morts par an à peu près, par les armes à feu. C'est 0,01%, c'est que dalle, c'est un point de détail. C'est absolument faux de penser que tout le monde se tirerait dessus parce qu'on aurait le droit de se balader dans la rue avec des armes à feu. Merci Pierre-Nicolas Lupes. Sachez d'ailleurs, chers auditeurs, que vous pouvez retrouver directement sur la chaîne YouTube du Parti de la France une intervention de 15 à 20 minutes de mémoire où Pierre-Nicolas Lupes justement parle d'armes à feu, parle du Far West, etc. C'était une conférence très intéressante. Revenons à vous, Irène. Irène, nous parlons sûrement beaucoup de violences de rue depuis le début, mais il y a aussi les violences domestiques et conjugales. Vous pensez, que les femmes françaises sont suffisamment conscientes du niveau de violence domestique des afro-maghrébins, autant pour moi? Je ne sais pas si tout le monde est conscient de tout ça. Toujours est-il qu'il me semble que les chiffres sont quand même assez, éloquents. Heu, c'est ce qui fait peur et je ne sais pas si un jour les personnes ouvriront les yeux ou vont comprendre que nous avons des mœurs différentes, des façons de penser différentes. Mais, il me semble que c'est une femme sur, il me semble que c'est une femme sur 2 qui ait connu des violences, dans sa vie, hein, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup Irène. Et vous, Pierre-Nicolas Lupes, qui est évidemment intéressé, par toutes les cultures, vous pensez que Mm. la culture africaine et maghrébine, peut être sujette à la violence domestique? Oh, c'est pas je pense, je l'affirme, mais il faut être complètement aveugle pour ne pas le voir. Tiens, bah, à titre purement personnel, lorsque j'étais encore à la fac, j'avais sympathisé avec une étudiante qui était tunisienne. Elle n'était même pas française, elle était tunisienne, mais elle étudiait en France, elle étudiait le droit, et elle envisageait de devenir avocate. Et pendant le confinement, je me suis souvenu que j'avais eu une discussion avec elle. C'était un nouvel an, elle sortait pas, je sortais pas non plus, et on a passé notre soirée au téléphone à discuter de ce qui se passait en France et de ce qui se passait un petit peu en Tunisie. Et cette nana-là me disait que dans son village en Tunisie, eh ben, le viol n'était pas du tout perçu comme ce qui se passe chez nous. Il faut savoir qu'en France, le viol, c'est considéré comme un crime, c'est quelque chose qui est particulièrement rejeté socialement, alors que là-bas, ce n'est pas considéré, enfin jusqu'à peu, ce n'était pas considéré comme une atteinte à la personne, mais comme une atteinte à la pudeur. Et jusqu'en 2017, alors il faut savoir que la Tunisie, on considère que c'est le pays qui est le plus en pointe dans le monde arabe en matière de droits des femmes, parce que depuis 2017, il n'est plus possible pour un violeur d'épouser sa victime afin d'échapper à une condamnation. Condamnation qui n'arrive de toute façon jamais, puisque dès lors qu'une nana qui se fait violer là-bas va déposer plainte, eh bien, elle peut être condamnée pour attentat à la pudeur, elle peut aller en prison. Surtout, c'est quelque chose qui n'est pas accepté socialement. La victime est presque plus condamnée que celui qui se rend coupable de viol. Et il faut bien comprendre quelque chose. Ce n'est pas un truc qui s'est passé il y a 200 ou 300 ans. Ce sont des choses qui se passent actuellement. Et que les gens de là-bas qui viennent chez nous, ce sont exactement les mêmes. Ce sont ceux qui baignent dans cette culture-là. Ils n'ont pas le même rapport à la femme,
que nous autres, les Occidentaux, ou n'importe quels individus des pays, je fais attention à ce que je vais dire, je ne vais pas dire civilisés, sinon je vais me retrouver au tribunal, donc je ne dis rien. Suivez mon regard. Ces gens-là n'ont pas du tout le même rapport à la femme, ils n'ont pas le même rapport à la criminalité. Elle me disait d'ailleurs, je lui dis, mais écoute, chez nous, il y a un confinement, nous, on n'a pas le droit de sortir, chez vous, c'est pas tout à fait la même chose, pourquoi est-ce que tu sors pas? Elle dit, parce qu'il faut qu'il y ait toujours moi, une personne qui reste dans la maison. Et je lui dis, ah bon, et pourquoi? Et elle dit, c'est très simple, parce que s'il n'y a personne, il y a des groupes de jeunes cambrioleurs qui viennent à la maison et qui commencent à piquer tout ce qu'il y a dans la baraque. Et je lui dis, ah bon, et tu crois que toi, tu vas pouvoir défendre le domicile? Elle dit oui, parce que de toute façon, ils ont un certain scrupule à rentrer pour cambrioler les maisons lorsqu'il y a une personne à l'intérieur, et puis ce sont des gamins qui ont 11 ou 10 ans. Alors là-bas, ils ont même un rapport particulier au vol, puisque c'est considéré comme quelque chose de tout à fait normal. Je lui dis, est-ce qu'on a le droit de tirer? Et c'est là que je me suis renseigné sur la législation sur les armes à feu en Tunisie. Je lui dis, est-ce qu'on a le droit de tirer chez vous sur les cambrioleurs? Elle m'a dit non, de toute façon, les armes à feu, ce n'est pas autorisé, ce n'est pas en circulation. Et effectivement, selon le site Gun Policy, je me suis renseigné, la Tunisie est un des pays où il y a le moins d'armes à feu en circulation. Ils sont classés 273e sur 278. Donc, comme quoi, on est quand même un petit peu plus permissif qu'eux. Mais oui, pour répondre à ta question initiale, la différence de culture qu'il y a entre ces gens et nous, et là j'ai parlé que des Tunisiens, je ne parle même pas de ce qu'il y a ailleurs, peut effectivement générer un choc culturel et donc un certain vecteur d'insécurité, pour ne pas dire autre chose, et éviter de me retrouver devant la 17e correctionnelle. Merci beaucoup, Pierre Nicolas, de vous avoir partagé votre expérience, votre expertise concernant la Tunisie. C'était très intéressant et on constate effectivement que cette culture maghrébine n'est absolument pas compatible avec la culture française. Hem, Irène de Lorraine, si jamais, malheureusement, vous savez, il y en a des violences qui sont avérées, les personnes n'ont pas forcément de quoi de se défendre, tout le monde ne pratique pas le Krav Maga. Est-ce que vous avez confiance en la justice pour défendre ces fameuses victimes, de harcèlement et d'agression par les étrangers? En majorité, non, je n'ai pas du tout confiance en la justice parce que bon, déjà, sachant qu'en France, la loi de la légitime défense, c'est déjà celui qui demande la légitime défense qui doit, apporter la preuve. Déjà pour commencer. Ensuite, je n'ai pas confiance aux juges du tout, non plus. On sait qu'ils sont souvent, pas très à droite. Donc malheureusement, je dis toujours: «Il vaut mieux être porté par 6 qu'être jugé par 12». Très belle phrase, de conclusion. Et vous, Pierre Nicolas Nips, vous avez, confiance aux juges pour juger justement nos mineurs isolés? Bon, je vais parler pour les gens qui ne me connaissent pas et qui m'écouteraient sans savoir. Pour ceux qui m'ont écouté la première fois, non, bien évidemment pas. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit notre invitée Irène. Euh, Elle vient de nous dire que la plupart des juges sont des gens qui ne partagent pas nos opinions politiques. Et c'est un euphémisme. Il faut savoir qu'en France, plus de 30% des magistrats font partie du syndicat de la magistrature, et ceux qui ne sont pas au syndicat de la magistrature font partie de l'USM. C'est un petit peu plus modéré, mais c'est toujours très à gauche. Moi, toutes les nanas que j'ai connues à la fac de droit, enfin, en tout cas, toutes les personnes que j'ai connues et qui voulaient faire l'école nationale de la magistrature, tous les gens qui voulaient devenir juges, c'était tous des gauchistes complètement tarés. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des militants woke. Toutes celles qui allaient dans les manifs LGBT, qui étaient pour la décolonisation, enfin toutes ces saloperies-là. C'est tous les gens-là qui veulent faire l'école nationale de la magistrature. Donc, quand tu vas au tribunal, ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit en tant que partie civile ou en tant que prévenu, lorsque tu vas au tribunal, tu as à peu près une chance sur trois, et c'est bien plus dans les grandes villes comme Paris, Nancy ou Lyon, tu as un peu plus d'une chance sur trois de tomber sur un magistrat membre de ces officines gauchistes et qui vont se servir de leurs convictions politiques pour rendre la justice et non pas le droit. Tiens, on a beaucoup parlé de l'affaire Lola il y a quelques jours. Alors, ça a été quand même assez rapide. La personne qui est accusée d'assassinat, d'homicide, eh bien, a été immédiatement incarcérée, enfin, en tout cas, placée en détention provisoire. Mais ça, c'est dû uniquement à la médiatisation de l'affaire. Parce qu'il y a 2 jours, j'ai entendu parler d'une affaire qui est presque passée sous les radars de la presse. Il s'agissait d'un migrant qui était chez nous depuis 5 jours. Ça faisait même pas 5 jours qu'il était arrivé d'Afrique, qui s'est rendu coupable d'un cambriolage et d'actes de violence et de tentative d'assassinat. Il a étranglé une vieille dame de 80 balais.
Et en plus, il a tabassé le flic qui est intervenu pour sauver la vie de la vieille dame. Ce type-là s'est ramassé une peine d'emprisonnement de 1 an avec sursis. Il est ressorti libre du tribunal, alors qu'il y en a d'autres pour des affaires beaucoup moindres en termes de gravité, qui se prennent des peines bien supérieures. Tiens, ce soir, chez Cyril Hanouna, il y avait le gifleur de Macron. Lui, il a été 4 mois en prison pour une gifle qui n'a même pas atteint sa cible. Bon, certes, tu me diras, ça touchait le président. Donc, selon les personnes que tu touches et selon les juges qui vont te juger, cela préfigurera beaucoup de la peine qui te sera infligée. Notre invité Irène nous parlait tout à l'heure de la légitime défense. Alors oui, effectivement, c'est à vous de prouver, comme toutes les clauses d'irresponsabilité pénale, que vous avez effectivement agi en situation de légitime défense, et les conditions de la légitime défense sont très difficiles à prouver et à réunir. Pourquoi? Parce qu'en France, la légitime défense est définie par 3 circonstances. Il faut que ce soit une réponse concomitante, proportionnée et strictement nécessaire face à une atteinte injustifiée. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Atteinte injustifiée, ça veut dire qu'on ne met pas de coup de poing dans la gueule d'un flic, même si le flic est en tort. Bon, ça, pour nous, ça nous semble évident, mais pour certains Africains, ça semble un peu moins évident. Il faut que ce soit concomitant, c'est-à-dire immédiat, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça arrive 10 secondes plus tard, sinon c'est de la vengeance, c'est plus de la légitime défense. Il faut que ce soit proportionné. Or, quelle proportion peut-il exister entre une nana qui fait 50 kilos et un gros bœuf de 100 kilos, ou alors face à une horde d'Africains qui arrivent avec des barres de fer, des couteaux et ce genre de choses. Donc la légitime défense est très compliquée, et d'autant plus de ça, il faut que cela soit strictement nécessaire. Cela signifie que si jamais on arrive à démontrer, ou si jamais tu n'arrives pas à démontrer que tu ne pouvais pas fuir, c'est qu'en France, tu es censé fuir devant l'agresseur. D'ailleurs, Irène nous en parlait au début de l'émission, on t'enseigne dans son sport à fuir l'agression plutôt que de casser la gueule à ton adversaire. C'est tout à fait normal, puisque si tu ne fuis pas et que tu avais la possibilité de fuir, eh bien, les conditions de la légitime défense ne sont pas remplies. C'est totalement l'inverse de la doctrine de la légitime défense américaine, qui s'appelle la loi défendez votre territoire. Alors, je ne le prononcerai pas en anglais parce que je suis affreusement nul en anglais. C'est ce que les militants gauchistes appellent la loi shoot first. Bon, là, ça parle un petit peu plus. Aux États-Unis, on considère que dans la plupart des États, sauf dans 5, qui sont évidemment gérés par des démocrates, par des gauchistes américains, on considère que dès lors que tu te tiens légalement dans un endroit, tu n'es pas obligé de fuir dès lors que tu es victime d'une agression. Ça veut dire que tu as le droit de résister. C'est absolument pas le cas en France. En France, il faut que ce soit concomitant, proportionné et strictement nécessaire. Donc les conditions de la légitime défense sont très difficilement réunissables, d'une part. C'est à toi de prouver que tu étais en situation de légitime défense, donc elle n'est pas supposée. Et toute la difficulté va être le genre de magistrat que tu auras en face de toi. Si tu as des magistrats gauchistes, tu peux considérer que c'est mort, que tu es foutu. Merci beaucoup Pierre Niconups pour votre expertise, Bah, juridique. Irène, je vous donne la parole, juste après. oui, Pour rebondir sur ce qu'a dit, Pierre Niconups. Vous parlez effectivement de Pierre Niconups, du gifleur, d'Emmanuel Macron, donc Damien Tarel. Aujourd'hui, cela fait 13 mois que l'entretien d'Epona avec Damien Tarel est sorti. Si vous ne l'avez pas vu, foncez voir ça sur YouTube. Je vous laisse la parole maintenant, excusez-moi, Irène. d'ailleurs, quand on parle de légitime défense, j'avais eu un conseil d'un mec du RAID, hein, carrément du RAID, qui nous disait, le jour où ça vous arrive, hein, vous êtes défendu, que la police arrive sur place, si le mec, bon, il est mort ou il est complètement défoncé, surtout ne dites rien. Vous dites: «Il voulait me tuer», surtout pas: «Je crois qu'il voulait me tuer», et j'attends mon avocat pour parler. J'attends mon avocat. Surtout ne rien dire parce que ça Oui, peut tout à être fait. très vite mal interprété et ça peut très vite vous retomber dessus. Exactement, c'est un très bon conseil. C'est d'ailleurs le conseil que je donne à tous les gens qui s'adressent à moi pour tout ce qui concerne légitime défense, violence, etc. Oui, c'est un très bon conseil. Eh bah, parfait. Et Vous avez limite, et ça c'est un conseil que je sais qu'on est sous le coup de la loi, alors je ne dis pas qu'il faut le faire, je dis qu'il faudrait presque le faire. Limite, si le type est complètement défoncé et qu'il est à moitié mort, bah, limite, il vaut mieux le tuer. Il vaut mieux l'achever. Alors, pour une raison très simple, ce n'est pas une question de sadisme. C'est que si jamais tu le tues, bah, peut-être que tu encourras une peine qui sera plus lourde que si jamais tu le laissais au sol ainsi. Mais si jamais il survit et qu'il a des séquelles, bon, bah là, tu as toute ta vie qui est foutue. À moins que tu sois né dans une famille de millionnaires, tu vas devoir, pour ce genre d'individu, environ 300 à 400 briques, c'est-à-dire généralement plus cher que ton crédit épargne logement.
Donc, si jamais tu es dans ce genre de situation et que le mec il est à moitié mort par terre, ben, tu l'achèves. Tu l'achèves, point, parce que sinon ta vie sera foutue. Peut-être que tu risqueras une peine de prison un peu plus lourde que si jamais tu l'avais laissé vivre, mais si jamais tu le laisses vivre, t'es foutu. Tu vas payer des dommages et intérêts jusqu'à le restant de tes jours. Et ça me rappelle aussi ces terribles histoires qu'on peut lire, en Asie notamment, surtout en Chine, où quand il y a un accident avec un gamin, bah, il vaut mieux reculer sa voiture pour achever le gamin parce que ça coûte les peines et le coût que ça coûtera, ce sera Oui, bien c'est plus valable, élevé. c'est valable pour n'importe quel accident. Il vaut mieux, c'est la société qui nous pousse à faire ça, mais il vaut limite mieux achever, achever le blessé plutôt que de le laisser vivre. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est un bon rappel, c'est triste, mais soyons pas dans le jugement de valeur, mais plutôt faisons une transition avec, la prison. La justice, en admettant qu'elle fasse son travail et qu'elle condamne effectivement les agresseurs en question, est-ce que vous avez confiance dans le milieu carcéral, pour pouvoir réhabiliter, parce que c'est le but de la prison, correctement la personne? Irène, pour commencer. Je viens de rigoler. Bah, la confiance, ben, pour entre soirée pizza, karting, non, j'ai pas du tout confiance. C'est un peu holiday on ice, les prisons françaises. Oui, vous faites référence évidemment à Koh-Lanta, donc vous aimeriez des prisons un peu plus Tout fermes, à de style fait, ce oui. qu'on pourrait retrouver aux États-Unis, en Russie, en Chine, au Japon? Ah, c'est une Ben oui, question. tout à fait, totalement, complètement ferme. Enfin, quelqu'un qui vient de vous agresser, qui vous a violé ou quelqu'un qui a tué votre enfant, je je vois pas en quoi il a droit au confort, de salle de musculation, de télé et cetera. Là, non, c'est pas de la pour moi, la prison, c'est de la prison, c'est pas, un centre de vacances. La prison est un centre de vacances selon vous, Pierre-Nicolas Lupes? Je serais peut-être un peu plus modéré sur cette question, alors pas pour le principe de me dédiaboliser, mais bon, j'ai un certain nombre d'amis à moi qui ont connu la prison, ils n'ont pas eu ce genre de souvenir, mais il est vrai que lorsque l'on voit certaines conditions de détention à la télévision, on pourrait penser que c'est un centre de vacances. Après Merci bon, vous après je 2 fais beaucoup pour, référence, oui? je vis donc dans l'Isère, près de la prison de Saint-Quentin-Fallavier où, là, il y a quand même pas mal de choses, trafic de drogue. Il y a pas longtemps, il y a eu une soirée pizza du coup qui a été annulée à cause de Colantes. Il y a des grosses salles de musculation et cetera. Donc oui, c'est peut-être pas marrant, mais pour quelqu'un qui a fait, des actes, ignobles, je non, pour moi les c'est je préfère Cayenne. Voilà, je suis plus pour une Oui, prison c'est comme évident. Cayenne, ouais. Alors ensuite, qu'il faut être plus sévère à l'égard des petits rejetons de la République. Ça, je ne conteste pas. De toute façon, plus de la moitié des gens qui sont dans nos prisons ne devraient pas être là. Tout à fait, déjà. Ah, je ne vous le fais pas dire et justement en parlant des gens qui sont en prison alors qu'ils ne devraient même pas être sur le territoire français, vous me faites toutes mes transitions décidément. Salah Abdeslam, Bah, j'ai vu passer l'article tout à l'heure. Il s'est marié il y a un an visiblement. Salah Abdeslam, pour rappel, c'est le terroriste, hein, je ne vous fais pas le Mhm. dessin, de 2007. Il avait reçu énormément de lettres d'admiratrices, des Françaises, on a des Maëva, 21 ans par exemple, des femmes qui sont très fans de lui, et ben on s'est appris qu'il s'est marié en prison. Alors, quelle nouvelle, cela vous voilà, qu'est-ce que ça vous fait de savoir ça, Pierre Nicolas? Bah, qu'est-ce que je peux dire à ça? Eh bien, que ça en dit long sur l'état Je de. reformule, est-ce que la peine de mort serait légitime dans son cas? Ah oui, totalement, totalement. Bon, Totalement. je pense que quand on baigne dans des infractions terroristes, d'ailleurs, c'est même pire qu'un homicide. C'est quand on a décidé d'utiliser la criminalité, quand on a décidé d'utiliser la criminalité afin de poursuivre des opérations de déstabilisation de l'État et de la nation française, alors qui est peut-être républicaine ou tout ce qu'on veut, mais ce sont des gens qui sont des ennemis de notre pays, ce sont des ennemis intérieurs et ils doivent être traités comme tels. Quand on a affaire à des terroristes dans n'importe quel pays, on les exécute, on ne les maintient pas en prison avec la télévision et les salles de sport. Oui, ce genre de cas, il faut les exécuter immédiatement. On ne devrait même pas les faire passer devant les tribunaux. Très bien, bah, c'est la réponse que j'attendais effectivement, comme disait Jean-Marie Le Pen, la peine de mort a été abolie pour les coupables, mais absolument Et pas pas pour les pour les victimes. victimes. Absolument, absolument.
Mais bon, on peut constater qu'on a peut-être fait un attentat qui a tué des centaines de personnes, mais on peut toujours se marier tranquillement, et faire sa petite vie en prison, visiblement. Revenons un petit peu justement sur cette question, de violence, mais cette fois-ci plutôt une violence, artistique. Irène, que pensez-vous, je ne sais pas si vous avez vu l'information, mais je pense que oui, des extrémistes, écolos qui sabotent, des systèmes agricoles de distribution d'eau ou qui dégradent des œuvres d'art dans les musées pour alerter sur l'urgence climatique? Alors, si, si, bah, en même temps, ça aurait été difficile de louper cette information. Je suis souvent branchée sur la télé, donc alors là, c'est quelque chose qui me sidère complètement. Enfin, une telle violence et puis qu'on permette une telle violence, sur des manifestations sauvages, je comprends pas. Là, franchement, enfin, je comprends pas. Et vous, vous comprenez, Pierre Niconups? Excuse-moi, j'ai un problème d'écho. Quelle était la question? Pas de souci. Globalement, je vais pas refaire tout le pamphlet, mais la question est très simple. Qu'est-ce que tu penses des extrémistes écolos qui sabotent les systèmes agricoles, les distributions d'eau, par exemple, ou qui dégradent des œuvres d'art pour alerter, pour sensibiliser sur cette fameuse urgence climatique? Le problème de leur génération, le problème de leur génération, c'est qu'il n'y a plus, il n'y a plus de combat. La génération de mes grands-parents et même celle de mon père, ont eu des événements qui les ont poussés à un moment donné à se battre. Guerre d'Algérie, guerre d'Indochine. Avant, il y en avait, ils ont fait la Seconde Guerre mondiale, et auparavant, il y en a qui ont fait la Première. Il y a souvent eu de grandes causes pour pouvoir se battre. Et aujourd'hui, il y a une telle absence d'idéal, une telle absence d'enjeux politiques, qu'on a affaire à une bande de jeunes complètement désaxés qui vont se trouver leur propre cause personnelle. Aujourd'hui, il y en a, ils ne savent même plus s'ils sont des petits garçons ou des petites filles, s'ils sont des hommes ou s'ils sont des femmes. Ils sont complètement désaxés et cela les conduit parfois à adopter ce genre de comportement dégénéré. Je ne vois pas en quoi est-ce que balancer un pot de soupe sur un tableau qui a été peint bien avant leur naissance, en quoi est-ce que ça va améliorer le climat, tout ce genre de conneries, de climato-tarés, de tout ce qu'ils dénoncent. Je ne vois pas en quoi ça peut changer. Il faudrait peut-être leur demander, quoi qu'en leur demandant, on leur accorderait une tribune qu'ils ne méritent pas. Je pense que ce genre d'individus doivent être rossés et balancés dans un camp de rééducation sans SMIC horaire, si tu vois ce que je veux dire. Ah, je vois parfaitement ce que vous voulez dire, Pierre Nicolas Nups. Parlons de ce qu'il s'est passé aujourd'hui, si vous le voulez bien. Nous reviendrons plus tard, hein, sur cette question de justice française et cette, délinquance. Mais focalisons-nous quelques instants sur l'Assemblée nationale. Vous avez vu qu'un député RN s'est écrié: «Qu'il retourne en Afrique!» en Ouais. parlant de migrants. Oui, oui, j'ai vu. Offusqués, offusqués, les députés de La République En Marche ne veulent plus travailler, pour peu qu'ils aient déjà travaillé, tant que le député RN ne soit pas puni sévèrement. À savoir que cette déclaration s'est faite pendant un discours d'un député LFI, en l'occurrence, noir, défendant l'immigration. Finalement, mon cher Pierre Nicolas Nups, est-ce qu'il y a de l'espoir dans le Rassemblement national? Je pense objectivement, sans vouloir prendre sa défense, que le député en question, dont j'ai oublié le nom, n'a pas fait exprès de déclencher cette polémique. Quand on est un député du Rassemblement national, on est quelqu'un d'assez bien placé dans la hiérarchie du parti. On sait que Marine Le Pen a entamé un processus de dédiabolisation acharné. Moi, j'appelle ça de la défrontisation, c'est la destruction du mouvement. On a renié jusqu'au logo et jusqu'au nom du parti. Je pense que l'individu en question n'a pas fait exprès de déclencher cette polémique. Il parlait, comme il le dit, du navire qui avait les Africains dessus. Il parlait du navire au sens collectif. Il n'a pas dit spécifiquement à ce député de rentrer dans son pays. Bon, moi, si j'avais été dans l'Assemblée, j'aurais dit ça aux deux. J'aurais dit ça et au navire et aux députés. Je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est la première fois que les députés du Rassemblement national font parler d'eux. C'est-à-dire, on avait l'impression qu'il y a 89 députés RN, on avait l'impression qu'il n'y en avait aucun. Bon, bah, je me réjouis de la descente d'organes qui est provoquée par la maladresse de ce député. Si j'étais élu à l'Assemblée nationale, je peux te garantir qu'il y aurait des polémiques quotidiennes et tous les jours, je foutrais le bordel systématiquement. Ça, c'est un truc que personnellement, j'ai jamais compris. Je me suis rendu compte que
la plupart des gens, quand ils font de la politique, plus ils obtiennent des responsabilités, plus ils approchent des ors de la République, et plus ils se domestiquent. Plus ils se domestiquent, plus ils s'aplaventrissent, et plus ils se calment, et moins ils font parler d'eux. Ben moi, ça serait l'inverse. Ça serait plus j'obtiendrais du pouvoir, et plus je m'en servirais pour foutre le bordel. Mais apparemment, eux, non. Si bien qu'aujourd'hui, quand il y a un député qu'on pense, c'est même pas ce qu'il a dit, mais on pense qu'il a dit à un député de rentrer en Afrique, on considère mérite, que ça mérite des sanctions, on considère que ça mérite une polémique qui se retrouve jusqu'au journal du 20h. Bon, je hausse un petit peu les épaules devant cette situation. Personnellement, si j'avais été élu, j'aurais bien fait pire. Merci beaucoup Pierre Nicolas pour votre réponse. Je tiens à répondre 2 choses à ce que vous venez de dire. Alors déjà, vous dites effectivement et vous avez raison, que quand on est député au Rassemblement national, c'est quand même, qu'on est assez haut dans la hiérarchie. Mais rappelons quand même que le Rassemblement national a eu 89 députés et que le parti lui-même est très choqué de la quantité, astronomique, de députés. C'est bien plus que leurs espérances et dans le lot, on peut imaginer qu'il y en ait qui aient passé les mailles du Oui, filet. qui ont passé en travers des mailles du filet, peut-être. Ben, on verra ce que dira Madame Le Pen, Mais dont ils ne on vont sait pas tous les durer jours longtemps. je ne suis pas sûr qu'il soit prêt d'être réinvesti aux prochaines élections, celui-ci. Le virer, Et peut-être pas. Peut-être qu'ils ne le vireront pas parce qu'ils perdraient des dotations financières. À voir si c'est l'appât du gain ou si jamais c'est la dédiabolisation qui l'emporte. Ça l'appât dépendra de ce qui médiatique. se passera, dans le fonctionnement neurologique de Madame Le Pen. Et vous avez dit quelque chose qui est faux, monsieur Nups, je vous corrige. Vous avez dit: «C'est la première fois que le Rassemblement national fait parler de lui», c'est faux. Rappelez-vous Jean-Philippe Tanguy qui avait fait parler de lui en faisant Ah, oui, l'homosexuel, de oui, oui. télé-réalité. Silence pour la France, ça aussi ça avait tourné sur les réseaux. Vous digne de la droite nationale selon vous? Digne de la droite nationale, j'en sais rien, mais en tout cas pas de. Il y avait d'autres députés chez nous, comme Roger Hollande, c'était un petit peu autre chose. Effectivement, être de droite, ce n'est pas être. Et Irène, vous, est-ce que vous êtes choquée par la polémique qu'il y a en ce moment, concernant l'Assemblée nationale? Non, je suis pas choquée, mais en fait, tout ce qui me fait rire, c'est, enfin, tout ce qui est autour, ce battage médiatique, tout de suite au scandale, en fait, c'est un peu comme d'habitude et je rejoins Pierre Nicolas sur, dans le sens où, plus on approche, plus on monte et plus on se range. Ça, c'est quelque chose qui est flagrant, oui. Pourtant, ça me semble relativement incompréhensible. On a affaire à des gens qui gagnent 7 000 € par mois. Je pense qu'ils peuvent se permettre de foutre le bordel de temps en temps. Eh bien non, eux, ils se couchent, on ne sait pas pourquoi. C'est vraiment un truc qui échappe à mon intelligence. Si quelqu'un peut m'expliquer, qu'il m'explique. Je ne sais pas si je peux vous l'expliquer, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le député en question, Grégoire de Fournas ou de Fournat, je ne sais pas si on prononce le S, je parlais tout à l'heure de députés qui passaient entre les mailles du filet. Il faut savoir que ce député faisait partie, de Bloc identitaire et que Marine, comme tous les gens qui ont fait partie de Bloc identitaire, Marine le déteste, à l'instar de Philippe Vardon et cetera. Ce voilà. C'était des informations que je n'avais pas, mais du coup, je comprends un petit peu mieux maintenant. J'ai un bon informateur, qui est D'accord, chaud. d'accord. Bon. Qui est chaud. Bah, écoutez, Irène, j'aimerais entendre un petit peu plus votre voix. Nous parlions tout à l'heure de défense corporelle et d'armes à feu. Pierre-Nicolas Nupes a parfaitement décrit ce qu'il pensait des armes à feu. Vous, quelle est votre position là-dessus? Est-ce que nous devrions être plus souples avec la législation des armes à feu en France? Personnellement, je pense oui. Là, vous voyez, je suis une femme seule, je vis avec, ma fille. Quelqu'un pénètre chez moi, j'ai beau faire du Krav Maga, ils sont 2-3, Bien sûr. voilà, je suis pas je suis impuissante. Donc j'aimerais avoir une arme à feu pour pouvoir me défendre effectivement et j'aimerais que les lois soient beaucoup plus souples. Grégoire de Fournac qui était, un catholique traditionnel aussi, traditionnaliste et vous vous sentiriez donc plus en sécurité, si je comprends bien, avec, une arme à feu et même de toute façon pour les personnes qui n'ont pas forcément les capacités ou le temps, de devenir, championne européenne de Krav Maga? Alors après, si je peux intervenir, il n'est pas difficile d'obtenir une arme à feu chez soi, hein. D'ailleurs, il n'y a que chez soi qu'on a le droit d'en avoir une. C'est dans la rue qu'on n'a pas le droit d'en avoir. Si c'est juste avoir une arme à feu à la maison, c'est très facile, hein. Effectivement, oui. Les démarches, je peux t'expliquer tout à l'heure comment il faut faire. En 24 heures, c'est réglé, hein. Enfin, ça dépend peut-être, parce que tu viens quand même d'une grande ville. Pour s'inscrire dans un club de tir, il y a peut-être une liste d'attente, c'est peut-être un petit peu plus long, mais il n'y a rien d'infaisable. Il est tout à fait possible d'avoir des armes à feu à la maison. C'est le seul endroit où on a le droit d'être armé.
Oui, effectivement, enfin, moi, je viens de Dijon, comme vous le savez, et il y a effectivement un système de liste d'attente. Mais ne serait-ce que pour se défouler, je vous conseille de vous inscrire à un stand de tir et de tirer, c'est toujours plaisant. Et puis même, faut avoir tenu une arme dans sa vie, on certains pensent qu'il y a une guerre civile qui arrivera demain, bah, ceux qui pensent qu'il y a une guerre civile qui arrivera demain, entraînez-vous à utiliser une arme, vous en aurez besoin. Vous en aurez besoin. Et d'ailleurs, je tenais à rebondir aussi sur ce système, je parlais tout à l'heure des extrémistes écolos qui sabotent, les œuvres d'art, les systèmes agricoles. J'ai remarqué, peut-être pour faire parler d'eux, je ne sais pas, qu'ils salissent systématiquement, c'est Jonathan Sturel qui avait dit ça dans un tweet, ils salissent systématiquement les œuvres d'art historiques qui font la richesse de la France ou de l'Europe en général, et que ce sont toujours des magnifiques tableaux. Ce n'est jamais de l'art contemporain. Est-ce qu'il y a, quelque part une attraction pour le moche, Pierre Nicolas Nips? Oui, les gauchistes sont absolument allergiques à tout ce qui est beau et à tout ce qui est grand. C'est les racines du mot gauche, c'est sinistra. D'ailleurs, c'est sinistre. En italien, gauche se dit sinistra. Et la gauche sinistra la France. Alors que la droite, eh bien, c'est le chemin le plus court pour parcourir un point A à un point B. Et vous aussi, Irène, vous, peut-être que vous avez une sensibilité artistique, vous pensez également que c'est Bah, parlons français, je c'est rejoins Chloé aux cheveux bleus, qui salisse de oui, Chloé je aux vous cheveux écoute, bleus, oui. je vous écoute. Bah, je rejoins en fait Pierre Nicolas. Je pense que ils ont une haine, de toute façon, un dégoût de tout ce qui est beau, de tout ce qui est de l'art, et surtout de tout ce qui va représenter la tradition La grandeur de française, leur pays. la tradition de notre pays, la tradition de l'Europe. Et ça, ils ne l'aiment pas. Donc, c'est ce qu'ils vont abîmer en premier. Oui, Ils n'aiment Absolument. pas l'histoire. Ils n'aiment pas ce l'histoire, et rejet, c'est ce qu'ils vont abîmer aussi. ce rejet du beau et ce rejet de la grandeur se répercute jusque dans leurs caractéristiques physiques. Vous avez vu à quoi ça ressemble des gauchistes. Je veux dire, il n'y a pas besoin de leur demander s'ils sont de gauche. Tu les vois passer dans la rue, tu sais que ce sont des gauchistes. Moi, tu me vois passer dans la rue, même si j'ouvre pas la bouche, même si je ne te dis rien de mes opinions politiques et même si j'ai pas un pins sur moi, tu me vois marcher dans la rue, tu te dis pas, tiens, ça c'est un électeur de Jean-Luc Mélenchon. Bah, eux, c'est l'inverse. Eux, tu les vois passer, tu sais que c'est des gauchistes de merde. Ça se répercute jusque sur leur gueule. Effectivement, effectivement, et je tenais à rappeler parce que nous parlions d'armes à feu et cetera. Alors, moi, je ne pense pas que ce soit des on-dit, je ne pense pas que ce soit des rumeurs, mais les comment je pourrais appeler ça? Les habitants dans les banlieues, les Oui, il faut étrangers, armer, eux. eux, Il ont faut d'armes armer. voilà, eux, ils ont tous des Non, armes à feu, il y a pas de problème. Tiens, c'est un exemple que je reprends souvent dès lors que je discute sur les armes à feu et que des personnes me demandent mais à quoi peut bien servir une arme à feu à la maison. Eh bien, sans pour autant rentrer dans les délires survivalistes les plus poussés, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à imaginer une immense guerre civile en France. Je dis, il suffit simplement de regarder ce qui se passe, ce qui s'est passé à Dijon, parce que je crois savoir que tu viens de Dijon. C'était la fois où il y avait les plus, les pires de nos Tchétchènes qui ont mis une branlée sur fond d'histoire de trafic de drogue aux plus cons de nos Arabes. Qu'est-ce qui s'est passé? Les plus cons de nos Arabes sont descendus dans la rue avec des armes à feu. Ils se sont filmés sur Instagram en train de tirer avec des fusils à pompe, des pistolets, certains avaient même des fusils d'assaut. Ils se sont filmés en train de tirer en l'air. Et à cette heure-ci, je rappelle que personne n'a été interpellé. Donc, ce que j'explique, c'est que va-t-il se passer le jour, j'espère qu'on en sera préservé, mais imaginons qu'un jour, eh bien, les chaînes d'alimentation venaient à être coupées. Imaginons qu'un jour, en France, il ne soit plus possible d'aller acheter de la nourriture au supermarché pour une raison X ou Y. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Il n'y a pas besoin d'être devin pour savoir que les gens que vous avez vus sur la vidéo, eh bien, ils vont prendre des armes qu'ils ont chez eux et ils vont venir chez vous chercher ce qu'ils estiment avoir le droit de prendre. C'est aussi simple que ça et vous n'aurez rien pour vous défendre. Et aussi pour Absolument, un et autre d'ailleurs comme oui, je vous écoute, et Irène. pour en fait, je pense à l'arme à feu pour aussi un autre cas de figure. Donc on va encore parler de la légitime défense. On parle de la proportionnalité et je pense à une chose. Aujourd'hui, on a, à peu près quotidiennement 120 attaques au couteau par jour, hein. 120 attaques au couteau. Oui, Il est oui, bien oui. évident que je ne vais pas me défendre contre une attaque au couteau avec un couteau. On va pas faire un combat d'escrime. Donc la meilleure des armes contre un couteau, c'est un flingue, c'est tout. Oui, et encore, ça dépend du calibre, parce qu'avec le 9 mm, bah, peut-être que tu auras fumé le mec, mais il aura le temps de t'en mettre quelques-uns. C'est De toute malheureux à dire, mais c'est façon, comme ça.
De toute façon, en attaque de couteau, nous, on nous avertit, on nous conditionne à ce qu'on sera automatiquement touché. Sur une attaque au couteau, on n'en sort pas Oui, indemne, généralement. exactement. Effectivement, vous avez bien Bon, raison, si, concernant petit point oui? positif tout de même, parce que j'ai brossé tout de même un tableau qui est assez sombre. Je voudrais pas que les gens qui nous écoutent pensent que tout est foutu, que dans les banlieues ils sont armés et que nous on ne sait pas se servir de nos armes à feu. Le point positif, c'est que ces gens qui sont armés dans les banlieues ne savent pas se servir de leurs armes. La plupart du temps, d'ailleurs, quand ils se servent de leurs armes, eh bien, les blessés, ils sont dans leur propre camp, ou alors ils se blessent eux-mêmes. Ils ne savent pas se servir de leurs armes pour une raison très simple, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité de s'entraîner. Quand on a des armes illégales, on n'a pas la possibilité d'aller dans un club de tir avec des instructeurs pour apprendre à tirer. Et le tir, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est comme tout, c'est comme le sport. C'est pour ça que c'est considéré comme un sport. C'est une discipline, il faut le pratiquer souvent, il faut le pratiquer régulièrement, il faut s'entraîner, il faut utiliser ces outils pour devenir un bon tireur. Je ne vais pas vous sortir une banalité comme c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais en l'espèce aussi, c'est en tirant que devient un bon tireur. Et ces gens-là ne savent pas se servir de leurs armes à feu, à moins que ce soit fait à bout portant. Je me rappelle qu'il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça remonte à 1 ou 2 ans, il y a eu une fusillade dans un trou à mer du Rhône-Alpes, je crois que c'était à Vélissieux. Il y avait une vingtaine de Zoulous qui se sont amusés à se tirer dessus, une fusillade entre 20 Zoulous. Et ils ont tiré plus de 500 cartouches, et sur les 500 cartouches qu'ils ont tirées, eh bien, il n'y a eu que 3 blessés légers. Donc, patience, patience, ces gens-là s'entretuent entre eux, ils ne savent pas se servir de leurs armes à feu. Ayez un peu de discipline, entraînez-vous dans un club de tir de manière tout à fait légale et tout devrait bien se passer. Et effectivement, mon cher ami, Pierre-Nicolas Nupes, vous parliez de ce qui s'est passé à Dijon vis-à-vis des Tchétchènes. Il faut savoir que dès le lendemain de cet acte, j'étais responsable de la cohorte étudiante, à cette époque. Peut-être que des gens de l'Uni ici nous écoutent. Dès le lendemain, j'avais collé au quartier en question. Ce conflit, alors vous savez, c'est toujours des histoires de famille, d'agression et cetera. Mais je pense aussi que c'est intéressant et aucun média ne l'a dit, que ce conflit, c'était entre des Tchétchènes et des Maghrébins, 2 pratiques bien distinctes de l'islam et profondément incompatibles. Mais c'est ce que j'ai dit, c'était les pires de nos Tchétchènes contre les plus cons de nos Arabes. Absolument, absolument et en France, on a ce luxe, parce que je rappelle quand même que la Tchétchénie et le Maghreb, il y a bien 8 000 kilomètres d'écart. La France a ce luxe de pouvoir réunir les 2. C'est quand même une chance, formidable. C'est peut-être ça l'enrichissement culturel de la France, Pierre Nicolas Nupes. Oui, Ne c'est soyez comme pas sur, c'est raciste. comme sur, c'est comme sur certains marchés à Paris, tu as 62 nationalités, mais tu n'as plus la française. Enfin, si, tout le monde est français. C'est Oui, comme c'est ça, ça, c'est oui, c'est ça. réglé. Tout le monde est français, ce qui veut dire qu'être français ne veut plus signifie plus grand chose finalement. Bah, écoutez, chers amis, ça fait 1 heure d'émission pour la première partie. Je pense que nous allons directement passer à la seconde, à savoir les questions des auditeurs. Si vous voulez parler d'un sujet, n'hésitez pas à y aller, c'est le moment, hein, vous avez, tribune libre. Mais chers auditeurs, si vous souhaitez poser une question, je vois qu'il y a, Bardamuka qui souhaite en poser une. Bardamuka, je vous active le micro, vous pouvez vous exprimer. Et bonsoir, bonsoir. Alors moi j'ai une petite question pour Pierre Nicolas. Alors je vais essayer de bien la formuler. Euh, il se passe qu'en France, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont. Alors je parle pas des chances pour la France, hein, je parle des Français. Oui, on s'entend, on Euh, s'entend. pas... Ouais, voilà. Il y a pas mal de Français qui sont en train de s'armer en douce. Alors je vais Oui, essayer de poser une question. Ça va être compliqué là. oui, oui, je Que comprends. se On peut toujours le passe-t-il? faire par MP après, mais vas-y, Ouais. j'écoute pour nos auditeurs. Mais que se passe-t-il quand imaginez un vieux tonton décède, il était chasseur, Oui, il n'a pas d'enfant, il faut vider la maison. Donc il oui. était chasseur, il avait un calibre 12, hein, Ça arrive le souvent, fusil ça. de tonton. Ouais, Oui, ça arrive ça souvent. arrive souvent. Et quand on se dit toujours, bon bah tonton il avait son fusil, il tenait, machin, il n'est pas question qu'on appelle la gendarmerie pour dire il y a un fusil, on ne sait pas quoi en faire. Les cousins se regardent, ou bien bon, même pas les ayants droit, hein, on se regarde, et puis bah Oui, ils se demandent ce qu'ils ainsi de doivent en suite. faire, voilà. Comment se débarrasser de la Alors, patate non, chaude. alors moi, ma question que je veux savoir, c'est est-ce que la préfecture fait vraiment les démarches pour aller débarquer chez le défunt, aller voir les ayants droit pour dire ouais, il semblerait que votre oncle était chasseur, donc il devrait y avoir un fusil, et donc ceci, donc cela. Je voudrais savoir dans les faits, est-ce qu'ils font vraiment ce travail-là? Pareil, imaginons que tonton soit aussi tireur dans un
centre de tir sportif. Alors, je Est-ce ne que... voudrais pas fournir de réponse trop rapide. Oui, je pense avoir Mhm. compris la question. Je ne Oui. veux pas fournir de réponse trop rapide, donc je dirais que cela dépend beaucoup des circonstances. Bon, moi, j'entends à ta voix que tu dois avoir un peu plus de 25 ans. Bon, il faut savoir qu'il y a Je une suis un vieux certaine... quadrat de 43 depuis la Bon, semaine bah alors comme dernière. ça, c'est réglé. Toi, tu fais partie. Alors, dans ton cas, la réponse est non. Pourquoi? Parce que toi, tu as 40 balais. À l'époque où ton oncle a acquis son fusil, il était en vente libre. C'est-à-dire comme les armes à poudre noire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tu vas dans une armurerie, n'importe laquelle, tu peux même l'acheter sur Internet. Tu envoies une photocopie de ta carte d'identité et tu peux acheter une arme à poudre noire. Alors, quand je dis arme à poudre noire, c'est pas forcément les pistolets de pirates, hein, ou les fusils de la guerre napoléonienne. Les pistolets que tu vois dans Le Bon, la Brute et le Truand, dans les films de cow-boy, ça, ce sont des armes à poudre noire. Ça tire du calibre 44, c'est très bien. Bon, bah, ça, c'est en vente libre. Tu n'es pas obligé de le déclarer à la préfecture. À l'époque où ton tonton a acquis son calibre 12 ou son 22 long rifle, c'était en vente libre. Il ne l'a pas déclaré. Donc, par conséquent, si ça n'a jamais été déclaré, personne ne viendra te demander où est ce fusil. À moins que tu te prennes en photo avec et que tu te prennes en vidéo qui a été vu plusieurs millions de fois et que tu t'amuses à tirer dessus, face à une cible, personne ne devrait venir te demander quoi que ce soit à propos de cette arme. Mais en revanche, si jamais ton tonton, qui est chasseur et qui est décédé, a déclaré des fusils de chasse, eh bien, à ce moment-là, il n'est pas impossible qu'il y ait une enquête de la préfecture et qui demande où sont passées ces armes. Bon, je ne devrais pas dire ça, mais dans ce cas-là, il vaut mieux dire qu'elles sont perdues. Voilà. Je veux pas donner de manuel pour commettre des délits, mais parfois, vaut mieux dire qu'elles sont perdues lorsqu'elles sont perdues, bien sûr. Si elles ne sont pas perdues, il faut évidemment les rendre à la préfecture. J'espère que je me fais bien comprendre. À titre personnel, nous avons bien compris que nous sommes sous le coup de la loi, notre cher, Voilà. Pierre-Nicolas Lux. Je vois qu'il y a 10 alors je sais pas si ça se prononce Dimi à l'anglaise ou Dimei à l'anglaise mal prononcée. Je vous donne la parole, Dimei. Vous pouvez vous exprimer en appuyant sur le bouton bleu. Bonsoir, j'aurais une question pour Nicolas Nux. Est-ce qu'il Oui. il y aurait des armes qu'on aurait le droit d'avoir sur soi dans la rue et qu'on aurait également le droit d'utiliser en cas d'agression? Non. Non, ça n'existe pas. D'ailleurs, voilà, la réponse est simple, la réponse est non. Même les gazeuses, tu sais, les trucs que tu achètes pour assurer ta maman ou ta petite amie qui mettent ça dans leur sac, les petites gazeuses, eh bien, c'est interdit. Tu as le droit de les détenir, mais tu n'as pas le droit de les avoir sur toi. Ça veut dire que tu peux l'avoir dans ta voiture, dans une boîte à gants, et encore, ou les avoir chez toi, mais pas dans la rue. Bon, après, tout dépendra aussi des circonstances. Il est évident que si tu te fais contrôler par la police en ayant un look bon chic, bon genre à la sortie d'une boîte de nuit, s'il n'y a pas eu de bagarre ou quoi que ce soit, donc déjà pour commencer, tu ne te feras même pas contrôler par la police. Donc comme ça, c'est réglé. Mais s'il y a un contrôle inopiné et qu'on tombe sur toi et que tu as un opinel ou une gazeuse, bah, ça ne sera pas pareil que si jamais tu as un calibre 45 non déclaré. Ça dépend du type d'arme que tu as sur toi, mais concrètement, la réponse est non. Le port d'armes en France est interdit. Tu n'as pas le droit d'être armé. Et ça va même au-delà de ça, même pour des choses qui ne sont initialement pas des armes. Je ne sais pas, moi, par exemple, une ceinture avec une boucle un peu lourde. Voilà, tu as une ceinture avec une boucle un peu lourde, ce n'est pas une arme, mais si jamais tu t'en sers dans une agression ou pour te défendre d'une agression, eh bien, un magistrat qui a envie de t'emmerder, il pourra considérer que la ceinture que tu as utilisée, c'est une arme par destination. Et ça fait de ça une circonstance aggravante qui va alourdir la peine que tu vas encourir. Donc la réponse à ta question, encore une fois, est non, tu n'as pas le droit de sortir armé dans la rue. Après, tout dépend de la valeur que tu accordes à ta vie et aux principes républicains. Moi, je ne donne pas de conseils, chacun fait en son âme et conscience. Moi, personnellement, quand je me balade à Paris, je ne dis pas que je suis armé, mais je préfère avoir quand même quelques précautions sur moi. N'oublions pas que nous sommes sous le coup de la loi, chers amis. Écoutez, bah, merci beaucoup, Bardamu et Dimei pour vos questions et si vous avez d'autres questions, chers auditeurs, n'hésitez pas, nous sommes là pour cela. Irène et Pierre-Nicolas Lupes, si vous avez d'autres sujets à aborder auxquels j'aurais pas pensé, que ce soit dans la discipline sportive du Krav Maga ou dans son aspect compétitif ou alors l'aspect, du self-défense et monsieur Nups sur les questions plutôt juridiques, n'hésitez pas à complémenter, tout ce qu'on a dit lors de cette émission. Eh bien, moi, je voulais juste parler du Compléter. Krav Maga, enfin de la self-défense, parce que souvent,
On donne des cours, donc des personnes viennent à un cours par semaine et font leur petite sauce et partent. Le problème, c'est que si on veut être quand même bien préparé, c'est que le Krav Maga ne suffit pas. Il faut travailler le cardio parce que bon, comme on a expliqué, à un moment donné, il faut fuir. Donc fuir, c'est le truc qui m'a toujours fait rire. Alors fuir quand vous êtes un homme et vous avez vos 2 enfants de 5 ou 6 ans, vous les portez, vous n'allez pas courir bien longtemps. Fuir quand vous êtes une femme face à un homme qui est bien plus grand, bien plus costaud que vous, c'est assez rigolo. Donc il faut vraiment travailler le cardio, les techniques de Krav Maga, mais aussi compléter avec de la boxe et du travail au sol. Parce que malheureusement, le Krav Maga, on travaille énormément debout, mais rarement au sol. Oui, alors que généralement, dans une agression, on finit toujours et Oui, c'est pas systématiquement au typique. sol. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est pour ça que moi je dis toujours, il faut compléter. La self-défense, ce sont des techniques de défense, mais il faut compléter. Il faut de la boxe, il faut du sol. Ça me rappelle Et du aussi, cardio. et du cardio. Précisons bien, et du cardio. Ça me rappelle aussi Jean-Marie Le Pen, où on le voit en photo, il y a, je sais pas, c'était il y a 20, peut-être pas 30 ans, mais 20 ans, la photo où il fait de la boxe, voilà, pour montrer l'importance. Ça me rappelle que notre cher président, Thomas Joly, pratique la boxe anglaise depuis 25 ans, plus de 25 ans même, il me semble. Donc attention, il a le physique du skinhead, mais il a aussi la force. Vous êtes jamais battu, Pierre-Nicolas Nups et Thomas Joly, même quand vous étiez alcoolisé? Non, jamais, on est des bons citoyens. Ah, très bien. Et nous sommes des bons citoyens parce que nous sommes sous le coup de la loi. C'est important de le rappeler. Absolument. Eh ben, écoutez, chers amis, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions dans l'auditoire, mais je suis heureux de constater que nous sommes encore 40 à ce moment-là, après 1 heure d'émission. Je ne sais pas, s'il y a des questions, nous répondons. En tout cas, je tiens à remercier mes 2 grands invités de Lorraine, originaires de Lorraine, Pierre-Nicolas Nups, bien sûr, responsable du Parti de la France de Lorraine. Eh ben, c'est moi qui te remercie, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de venir. Et bien sûr, vous allez être réinvité, mon cher Nups, vous êtes un habitué, vous êtes un chroniqueur presque. Oui, Et tu m'invites une fois par mois, je commence à avoir l'habitude maintenant. ah bah oui, mais bon, en même temps, invité de qualité, mon cher Nups. Merci, merci. Il faut, vous êtes le cadre du Parti de la France, qui aimait vous exprimer en émission. Et Irène de Lorraine, que vous avez eu la joie de découvrir ce soir. Merci beaucoup, Irène de Lorraine. Ah, je vois qu'il y a une question de Marc Casanova. Bah écoutez, il n'est que 22h04, nous allons la prendre, la question. Bonsoir Marc Casanova, je vous donne la parole, vous pouvez vous exprimer. N'oubliez pas d'appuyer sur le... Allô? Voilà, parfait. Oui, pardon. Oui, j'avais une question par rapport aux populations de banlieue, que ce soit à Paris, Lyon, Marseille ou les autres grandes villes de France. Ces Les zones populations occupées, quoi. Les zones Les affreux occupées. maghrébins. Oui, c'est ça, on peut appeler ça des zones Alors, occupées. officiellement, on les appelle les ZEP, les zones d'éducation prioritaire. Moi, j'appelle ça zone ethniquement perdue. C'est pas faux, c'est pas faux. Ces populations-là vivent en grande partie du trafic de drogue. Selon les statistiques, 200 Bon, 000 pas que, il y a personnes en aussi France. il y a aussi le proxénétisme et le trafic d'armes. Hein. Oui, Ils sont oui, donc c'est pour diversifiés. ça que le trafic de drogue alimente d'autres moyens de subsistance, on va dire ça comme ça. Donc ça représenterait en tout en France 200 000 personnes. Donc 200 000 personnes qui ne constituent pas une population qui figure parmi les salariés ou les chômeurs. Oui, Donc je me oui. demande dans quelle mesure ce trafic ne permettra pas de constituer une forme d'armée de réserve pour nous combattre, évidemment, avec le stock d'armes dont ils disposent, et surtout les populations entraînées à en découdre avec des gens comme nous qui ne pouvons pas être armés, comme vous l'avez indiqué. Oh, bah, La c'est loi pas. nous Oui, interdit dans les rues à disposer bien d'armes. sûr. Donc, à part les garder dans des greniers ou dans des caves ou dans des caisses fermées et de ne pas les utiliser parce que sinon nous sommes passibles de la loi, eux, par contre, en ont et ont déjà montré la détention de Kalachnikov. À mon avis, il n'y a pas que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que
la seule réponse à une population qui est elle-même dotée d'armes lourdes, c'est d'avoir des lance-roquettes pour leur tirer dans la gueule, parce que de toute façon, nous, nos armes de chasse, elles ne seront pas suffisantes. Oui, bon, je pense que c'est un petit peu. Bon, sur le fait qu'il puisse constituer une certaine forme d'armée de réserve du régime en cas de difficulté, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une théorie qui n'est d'ailleurs pas neuve dans notre milieu. Notre président d'honneur, Roger Hollande, le disait déjà. Il disait que si jamais un jour nous venions au pouvoir, eh bien, les gens des gouvernements actuels qui se sont succédés, eh bien, ils armeraient les rejetons des banlieues pour pouvoir lutter contre nous. Et à savoir s'ils le feraient, je n'en sais rien, puisque la plupart du temps, ce qui intéresse ces gens, ce sont leurs petits business personnels, ce sont leurs petites vies. Je ne pense pas qu'ils ont envie de venir nous tirer dessus. Et ça, ils ne le feront que si jamais ils estiment que c'est dans leurs intérêts de le faire. Donc, par exemple, si jamais les chaînes d'alimentation seraient coupées ou si jamais leur survie en dépendait, s'ils estiment que leur survie en dépend. Là, effectivement, ce serait très difficile, ce serait dramatique pour nous. Euh, je pense qu'il ne faut pas non plus il faut pas les sous-estimer, bien sûr, mais il ne faut pas non plus les surestimer. On a affaire à des gens qui ne doivent leur subsistance qu'à des petits larcins et aux prestations sociales dont nous les abreuvons tous les mois. Ces individus-là sont infoutus de faire quoi que ce soit. Ils sont même pas capables de se servir de leurs armes correctement. Je vous ai dit que dans la fusillade, par exemple, celle à laquelle je faisais référence tout à l'heure, ils ont tiré 500 cartouches. Il n'y a eu que 3 blessés légers. Et certains se sont même blessés entre eux avec leurs propres armes. Euh, le jour où on aura décidé de régler le problème, le jour où il y aura des dirigeants politiques qui décideront de régler le problème, on n'aura pas besoin de se déplacer en personne dans les banlieues. Il suffira simplement de donner à la police les moyens et les consignes nécessaires pour maintenir l'ordre. Et en une journée, on aura réglé le problème. On les aura tous fait monter dans les fourgons, on les emmènera dans des terrains vagues. Et ensuite, on leur fera creuser des trous. Et Dieu reconnaîtra les siens. Et Dieu reconnaîtra les siens. Je vois que Marc Casanova va rajouter quelque chose. Peut-être une question, attention, ce sont des questions, hein, monsieur Casanova. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. La seule question que je voudrais encore poser, c'est que il faudra une armée du peuple. Alors, dans quelle mesure une prise de conscience collective des Français constituerait une armée du peuple d'opposition à un régime politique organisé contre le peuple et se servant des banlieues comme auxiliaires de police ou de gendarmerie? Je pense qu'il faut faire confiance à l'instinct de survie du peuple, à l'instinct sain de la population. On a beaucoup l'habitude dans nos milieux respectifs d'être défaitistes et de penser que c'est foutu, qu'on ne pourra jamais s'en sortir. Or, c'est absolument faux. Pour quiconque a étudié un minimum l'histoire de notre pays, on s'est aperçu que l'on s'est retrouvé dans des situations qui étaient parfois beaucoup plus catastrophiques. On a toujours réussi à s'en sortir. Il y a toujours un moment où il y a cet instinct qui va nous pousser à réagir et à survivre. Et c'est peut-être pour cela qu'il vaudrait mieux parfois que nous soyons dans une situation critique pour pouvoir réveiller la population. Bon, je ne dis pas qu'il faut nécessairement prôner le chaos, la famine et que sais-je encore, mais j'ai confiance en l'instinct de survie de ce peuple. Je sais qu'il est capable de faire ce que leurs ancêtres ont fait. Une fois, je me rappelle, c'était une journaliste qui me demandait si le terrorisme me faisait peur. J'ai dit non, moi aussi, je suis capable de couper des têtes. C'est une réponse qui, je pense, n'a pas laissé indifférente la journaliste. Mais nous rappelons que nous sommes sous le coup de la loi. Effectivement. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Marc Casanova, pour les 2 interventions que vous avez faites. Je vous remercie également, Pierre-Nicolas Lipse, d'avoir répondu aux interrogations de notre cher Marc Casanova. Bon, pour finir auprès de Marc Casanova, je rappelle que les gens de gauche, jusque dans les universités, les intellectuels, nous reprochent systématiquement, dès lors que nous dénonçons les fléaux de l'immigration, eh bien, ce sera en quelque sorte la contrepartie, le paiement de crimes réels ou supposés qui auraient été commis par nos ancêtres. On nous explique que nos ancêtres étaient des salauds, on nous explique que notre civilisation, elle a réduit des peuples en esclavage, qu'elle en a génocidé d'autres, qu'elle a détruit des civilisations entières. Bon, ben moi, lorsqu'on me reproche ça, je leur dis faites attention, ne nous énervez pas ou on va recommencer à faire des conneries.
Ça a le mérite d'être clair. Après, j'ai apprécié que toutes les ethnies ont pratiqué l'esclavage, mais que les blancs ont été les seuls à À l'abolir l'avoir complètement. aboli, bien sûr. Absolument, absolument. Petit rappel, de Bernard Lugan, très célèbre sur internet, évidemment. Écoutez les amis, sachez que j'ai apprécié un très bon moment à vos côtés pendant l'émission. Pierre-Nicolas Nupes, un habitué, bien évidemment, vous serez encore réinvité. Irène de Lorraine, j'espère que vous n'avez pas été trop stressée pour votre première fois et que vous avez passé un bon moment. Un petit peu stressée, j'ai pas l'habitude, mais non, ça va, j'ai passé un bon moment, puis c'était très intéressant. Eh ben, écoutez, c'était un grand plaisir de vous avoir reçu. Donc, je rappelle que vous êtes la double championne européenne de Krav Maga et que vous donnez des stages de self-défense et que vous en avez donné notamment pour le collectif Némésis dans les mouvements de droite. Chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié l'émission également. Parlez, pardon, excusez-moi, de l'émission Autour de vous. Rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle émission. L'émission directement disponible en rediffusion sur le canal du Parti de la France et dès demain sur la chaîne YouTube du Parti de la France. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous.